Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios territoriales réparties dans toute la France et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter. Et puis ensuite, nous recevrons Axelle Lemaire dans Une femme, un territoire. C'est l'ancienne ministre chargée du numérique qui est notre invitée ce matin. Puis l'invité politique tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, c'est Fabien Roussel, le nouveau secrétaire national du Parti communiste français, qui sera sur ce plateau. Enfin, la troisième partie de cette émission sera consacrée à l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. On commence ce journal avec les gilets jaunes. Après les gilets jaunes, les gilets bleus, les policiers vont mener une opération commissariat mort ce mercredi dans toute la France. Ils demandent notamment une hausse de salaire, le paiement des heures supplémentaires et des moyens matériels. Le ministère de l'Intérieur se dit prêt à faire des efforts et a annoncé le versement d'une prime de Noël de 300 € aux policiers et militaires mobilisés pour le mouvement des gilets jaunes. Julie Darlingue fait le point sur la situation en Occitanie, une chaîne partenaire de cette émission. Regardez son reportage. Opération commissariat mort ce mercredi, les policiers sont appelés à la grève partout en France. Ils demandent une hausse de salaire et plus de considération, mais aussi le paiement des heures supplémentaires et plus de moyens matériels. Donc actuellement, c'est vrai que ça devient compliqué, même pour les policiers des Pyrénées-Orientales, que ce soit avec la menace terroriste, que ce soit avec le mouvement Gilets jaunes ces dernières semaines, mais aussi le retour du contrôle aux frontières intérieures depuis maintenant 4 ans, qui impacte au quotidien les forces de l'ordre et les fatigue. Une mobilisation qui a lieu ce mercredi alors que les syndicats de policiers ont été reçus ce mardi soir par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il se dit prêt à faire des efforts et a annoncé le versement d'une prime de Noël de 300 € aux 111 000 policiers et militaires mobilisés pour le mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait autre chose. Dans ce JT, les startups azuréennes en force au CES de Las Vegas. C'est l'un des plus grands salons du high-tech au monde. En janvier prochain, 16 startups azuréennes s'envoleront donc. Objectif, Las Vegas, et aborder de nouveaux marchés et développer leur business. Un reportage de notre partenaire Azur TV. 16, c'est le nombre de startups azuréennes qui décolleront pour le CES de Las Vegas en janvier prochain. Azure Tech Concept, Babeyes, Nice Solutions ou encore Catching Box et MyKeeper, tous présenteront leurs produits et services au rendez-vous mondial de l'industrie high-tech dédié à l'innovation technologique. Certains, comme Gaël Despériès, président de la start-up Scavengy, partent pour la toute première fois. D'autres y participent pour la 2e année consécutive. C'est le cas de la start-up Azure Tech Concept qui présente à nouveau le dispositif SmartEar, un dispositif permettant aux personnes sourdes ou malentendantes de voir les sons. Par exemple, si l'alarme incendie se déclenche, ça va flasher en rouge, si le bébé pleure en violet, quelqu'un sonne à la porte en bleu, etc. etc. L'idée, c'est vraiment d'associer chaque son à une couleur pour que la personne sourde sache exactement ce qui se passe autour d'elle. L'an passé, on a eu la chance de pouvoir rencontrer un partenaire sur les US et cette année, on y retourne pour asseoir ce partenariat et lancer officiellement notre distribution aux États-Unis. Justement, voilà l'objectif de l'accompagnement de la CCI Côte d'Azur. Permettre aux startups locales d'aborder de nouveaux marchés et de développer leur business. Pour ce faire, un travail de coaching ou encore de préparation de l'industrialisation se prépare en amont. En amont, c'est par des systèmes de coaching, de formation, de présentation de société. Sur la partie salon, c'est l'organisation de rendez-vous éventuellement. Et puis sur la partie après, c'est la mise en œuvre des contacts qu'ils ont eus et éventuellement de repasser une campagne sur développer les contacts qui ont été faits. Depuis 2015, les rangs de la délégation régionale n'ont cessé de grossir. Cette année, 52 startups représenteront les innovations régionales au sein de l'Horeca Park. Elle sera d'ailleurs la plus importante délégation française. L'objectif, faire rayonner le territoire de la région sud à l'international. C'est extrêmement important pour l'attractivité de la région et pour le développement économique de nos entreprises, pour montrer l'ensemble de notre écosystème en matière d'innovation, soutenir nos startups qui représentent des filières industrielles,
parce que c'est un peu notre vitrine et c'est leur vitrine et c'est leur commercialisation, leur développement international qui est en jeu. Les 16 startups azuriennes s'envoleront pour le CES de Las Vegas le 8 janvier pour 3 jours au salon incontournable des entreprises innovantes. Voilà des sujets dans ce JT qui devraient intéresser Axelle Lemaire, l'ancienne ministre du numérique et de l'innovation, qui est notre invitée à la fin de ce journal. Une bonne idée de sortie pendant les fêtes, visiter le plus grand centre de réalité virtuelle d'Europe. Il a ouvert ses portes dans le 19e arrondissement de Paris. Escape Games, jeux d'arcade, Illucity, c'est son nom, souhaite démocratiser l'accès à la réalité virtuelle dans le divertissement tout public. David Poumon pour Via Grand Paris s'y est rendu pour nous. Un établissement de 1000 m² dédié à la réalité virtuelle. Illucity, le premier parc d'attractions dédié à la VR en France, débarque porte de la Villette. Plusieurs activités sont réunies dans un même lieu, escape game, court-métrage ou encore jeux d'arcade, le tout en réalité virtuelle. Mais là où le parc se différencie, c'est qu'il propose une activité encore unique en France. Hyper Reality Experience, qui est un type de jeu assez inconnu en France et novateur, puisque c'est une catégorie de jeu de réalité virtuelle qui se joue sur 100 m². Et c'est du jeu de shoot, donc ça va intéresser beaucoup les gamers à mon avis. Si les escape games en réalité virtuelle sont déjà en train de s'implanter dans la capitale, un parc de ce type est assez novateur. Pour son responsable, l'objectif premier du parc est d'immerger totalement le client, et ça, dès son entrée dans l'établissement. L'originalité d'Illucity, c'est totalement de vous immerger en fait déjà dans un univers au moment où vous franchissez la porte. Et ça, c'est un point très important sur lequel on a beaucoup travaillé. C'était en fait de vous faire vivre une expérience au moment où vous passez la porte du parc et pas seulement au moment où vous mettez un casque de réalité virtuelle. Donc on a vraiment toute une scénarisation du site, que ce soit visuel et même sonore. Et on va un peu comme dans un parc d'attractions, on va vous amener petit à petit justement dans les contenus, dans l'univers d'Illucity. Ouverture du parc au public ce mercredi. Voilà, on est plus intelligent à plusieurs que seul, c'est bien connu. Dans le cadre du projet Erasmus+, des élèves venus de Finlande et d'Espagne ont été reçus par leurs homologues français. Ils se sont réunis autour d'un projet commun, la construction de drones. Ils se sont ensuite lancés dans différentes courses amicales, une compétition intitulée Game of Drone. Le reportage de Via Mirabel, notre partenaire. La bête n'est pas facile à dompter. Les drones ont investi le gymnase du lycée Cormontaigne de Metz. Un concentré de technologie d'à peine 10 cm, conçu par les élèves eux-mêmes. Donc, le châssis a été imprimé en 3D ainsi que le support caméra. Du coup après on a programmé le flight controller, donc la partie noire qui se trouve dedans, qui est sous la caméra, qui puisse se raccorder avec une télécommande et c'est complexe. Outre l'aspect technique, ce projet revêt une véritable dimension européenne. Dans chaque équipe, les lycéens français travaillent avec des étudiants finlandais et espagnols. Le projet Erasmus+ est mené depuis 1 an entre ces 3 pays. L'anglais est ainsi la langue commune au sein des différentes équipes. C'était une semaine très productive. Nous avons commencé à construire le drone et nous avons échangé avec les autres étudiants de Finlande, d'Espagne et de France. Nous travaillons tous ensemble et c'était très intéressant de voir comment nous avons pu nous fédérer pour travailler et échanger ensemble. Il y a le point de vue technologique effectivement qui nous permet de valider des compétences qu'on a besoin de valider au niveau de nos élèves. Mais ce qui est aussi important, c'est le point de vue linguistique, leur aptitude à communiquer qu'on va pouvoir améliorer. Et puis aussi, c'est les préparer à la mobilité, puisque en faisant ces déplacements à chaque fois d'une semaine, on les sensibilise à la mobilité européenne. 2 rencontres sont organisées chaque année autour d'un projet commun mêlant informatique et système numérique. Après Barcelone en février dernier, puis la Finlande en avril, les élèves se retrouveront en mars prochain au lycée de Barcelone pour travailler ensemble sur un nouveau projet. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant les revues de une de la presse quotidienne régionale. Puis nous recevrons Axelle Lemaire, elle est sur ce plateau, l'ancienne ministre chargée du numérique et de l'innovation. Tout de suite, on passe à la revue de presse. Bonjour Saveria, on commence avec la une de la Provence. L'exécutif ce matin est sur la corde raide. L'exécutif sur tous les fronts. Le projet de loi contenant les mesures d'accompagnement aux Gilets jaunes est dévoilé ce matin au Conseil des ministres. Il sera discuté au Parlement demain. Parallèlement, le gouvernement tente de lancer le grand débat national. Et cela ne va pas sans cafouillage. Cafouillage également dans l'annonce des mesures d'accompagnement à la transition énergétique. Hier, Matignon a annulé,
puis rétabli une partie de ces mesures d'accompagnement. C'est le grand flou national, comme le dit François Tonneau dans son éditorial. Vous parlez de grand débat national, justement, il est à la une de Ouest France, le plus grand quotidien régional français ce matin. Le grand débat national, c'est l'autre réponse du gouvernement à la crise des Gilets jaunes. On en sait plus depuis hier. Ce grand débat aura lieu en 2 temps. Une première phase jusqu'à la mi-janvier, centrée sur les maires, les élus locaux. Et puis deuxième étape, pendant 2 mois, étape pendant laquelle les Français sont invités à débattre. La concertation va donc durer 2 mois. Le gouvernement veut s'appuyer sur les maires, les élus locaux pour organiser ces débats. Voilà, la grogne des policiers également dans l'actualité ce matin à la une de La Voix du Nord. Hervé Favre co-interviewera tout à l'heure avec nous de La Voix du Nord Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. Après les gilets jaunes, les gyros bleus, l'État doit aux forces de l'ordre 275 millions d'euros d'heures supplémentaires. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reçu les 3 principales organisations syndicales de gardiens de la paix. Pour calmer cette colère, le gouvernement a d'ores et déjà proposé une prime de 300 € aux forces de l'ordre qui ont été mobilisées face aux gilets jaunes. Pour les heures supplémentaires, Christophe Castaner promet d'ouvrir le chantier. Les discussions avec les syndicats reprennent ce matin au ministère Place Beauvau. On y reviendra tout à l'heure dans le débrief de l'actualité avec Denis Caro et Michel Richard, éditorialistes au Point. On termine avec les impôts en une de Libération, mais Libération Champagne ce matin. Ne payez plus vos impôts par chèque. Une commerçante a été majorée de 15 € de sa taxe foncière, pas pour une question de retard ou de pénalité, mais tout simplement parce qu'elle avait choisi de régler cet impôt par chèque. Depuis cette année, tous les paiements de plus de 1 000 € doivent être dématérialisés. Et l'année prochaine, ce sera à partir de 300 €. Soyez vigilants donc. Merci Saveria. On vous retrouve en 3e partie de notre émission pour l'actualité parlementaire. Tout de suite, une femme, un territoire. Axel Lemaire est sur ce plateau. Une femme, un territoire. Nous recevons Axel Lemaire. Bonjour. Bonjour. Vous étiez la secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation de François Hollande. Vous travaillez aujourd'hui dans le privé. Vous êtes associé au bureau de Paris du cabinet Roland Berger. Merci d'être avec nous ce matin. Je crois que vous réservez une de vos premières apparitions à la télévision depuis que vous avez quitté le gouvernement. Merci en tout cas d'être là ce matin. À vos côtés, Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions, et également le Courrier des maires. C'est important. Bonjour. On va expliquer pourquoi. Et Jean-Baptiste Della Chiesa, qui est spécialiste de la data. Ils ne sont pas très nombreux en France. On est ravis de vous avoir sur ce plateau, merci. J'aurais dû dire une femme des territoires, Axel Lemaire, tellement le champ d'application de ce dont nous allons parler est vaste et nous concerne tous, citoyens, consommateurs, philosophes même, vous allez le voir. Qu'est-ce que la data? Explication de Romain Mazon avec Gilles Boutindi pour nous. Une data, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une observation ou une mesure enregistrée dans nos ordinateurs, les appareils connectés ou les capteurs de pollution dans l'espace public. Et si on en parle autant, c'est parce que les moyens d'exploiter ces milliards de données sont devenus très accessibles. On parle alors de big data. Imaginez que j'accède aux données de consommation électrique de votre foyer. Je sais que vous vous levez à 6h50, que vous vous douchez à 7h10 et que vous partez à 7h45. Alors je décide de faire passer un taxi dans votre rue tous les matins à la même heure. Ça peut rendre service, mais ça peut aussi violer votre intimité. Car les datas sont finalement des outils qui ne sont pas mauvais en soi, mais dont l'utilisation peut le devenir. Axel Lemaire, la data, c'était un mot un peu barbare pour le téléspectateur. Il faut données. Voilà, c'est des données en fait. Il faut expliquer. Alors, j'avais 2 champs d'exploration pour la data. On en parlait avec Guillaume Doyen, qui dirige donc la Gazette des communes, les pouvoirs publics. Donc, on magazine des données. Ils peuvent le faire facilement, évidemment, sur les citoyens. Et puis, il y a l'aspect commercial qu'on regardera avec Jean-Bernard Della Chiesa. Il y a une partie qui vous inquiète, une partie qui vous rassure. Tout à fait. Comme pour tout, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre l'ouverture des données qui sont produites par les administrations, par les collectivités territoriale, parce qu'on peut considérer que c'est un enjeu démocratique, que cette information, elle n'appartient pas aux administrations, notamment les données de pollution, les données économiques, toutes les données qui ont un impact social sur la population, et que donc il faut les rendre ouvertes, accessibles. Et puis il y a les données personnelles. Qu'est-ce que c'est? C'est le nom, c'est l'adresse, le numéro de téléphone, le genre, etc., qui, elles, doivent être protégées. Et donc là, ça entre dans un cadre de régulation. Et tout l'enjeu aujourd'hui consiste, notamment dans la sphère commerciale, à préserver cet équilibre entre l'ouverture des données qui permet de faire 1000 choses, qui permet de créer des nouveaux services, qui permet aux consommateurs d'être plus satisfaits, et puis la protection des données privées. Alors, on va regarder l'aspect
bénéfique peut-être avec Guillaume Doyen dans un instant. Vous venez de parler de l'aspect commercial aussi, Jean-Bernard Della Chiesa. Et on a à craindre de ça ou pas? Oui et non. En fait, comme on vient de le dire, tout est une question d'utilisation. Aujourd'hui, vous avez des services extraordinaires, déjà là, actuellement, offerts grâce à la data. Vous avez la possibilité, par exemple, de commander un taxi immédiatement. On vient de parler du fait d'avoir un taxi qui vienne régulièrement. Mais déjà, là, actuellement, vous avez la possibilité d'avoir un taxi, entre guillemets, un VTC, n'importe quand, à n'importe quel moment. Vous le prenez sans payer. Ça, c'est possible parce que l'utilisateur a accepté de partager 2 datas qui, avant, étaient sacrées. C'était sa localisation géographique et son moyen de paiement. Il a partagé alors qu'il ne voulait pas. Ça lui a apporté un service extraordinaire. Ouais. Il y a plein d'autres services. Vous le reconnaissez qu'il ne voulait pas. Au départ, vous ne vouliez pas. Je vous demandais, sans vous dire pourquoi, votre localisation géographique. Où êtes-vous? Et donnez-moi votre numéro de carte bleue. Première chose, dit comme ça, vous dites non. Mais si je vous dis, mais ça vous permettra d'avoir immédiatement quelqu'un qui vient vous chercher pour vous amener où vous voulez. Et grâce à ce numéro de carte bleue, vous n'aurez plus jamais à payer. Vous sortirez comme ça de la voiture. Tout de suite, vous dites oui. Et c'est ça le problème de la data, entre guillemets. C'est qu'on a une schizophrénie entre la peur, mais dès que je vous donne un service, vous êtes prêt à la donner, quelle qu'elle soit. C'est là où, d'ailleurs, certains ont peur, en fait. Je regardais votre mot. Moi, personnellement, je dis pas oui tout de suite. Et en tout cas, je m'assure que mon consentement a bien été recueilli et de manière éclairée. Mais l'exemple que vous donnez, je trouve que c'est un exemple qui est très illustratif pour les pouvoirs publics et pour les collectivités territoriales. Toutes les données de mobilité. Lorsqu'il s'agit d'organiser les flux pour notamment éviter les bouchons, les embouteillages, si on peut croiser les données des bus avec les données des métros pour les villes qui en ont, avec les données des trams, les données de la circulation routière, voire des vélos et des trottinettes électriques, à ce moment-là, une vision beaucoup plus globale et éclairée qui permet d'organiser ces flux de manière plus intelligente. Guillaume Doyen. D'ailleurs, fin 2016 a été votée une loi pour la République numérique. C'est vous qui la portiez comme secrétaire d'État au numérique, qui demandait notamment aux administrations publiques de mettre en accès libre leurs données, un certain nombre de leurs données. Où on en est aujourd'hui de ça? Est-ce qu'ils ont commencé à le faire, les collectivités, l'État, que sais-je, toutes les administrations publiques? Est-ce que ça a avancé? Parce qu'il n'y a pas de contrainte, vous leur demandez de le faire, est-ce qu'elles le font? Alors, il n'y a pas de contrainte, il y a une obligation. Oui. Il n'y a pas de sanctions, si ce n'est des recours quand même devant les juridictions administratives si des citoyens, des associations, des entreprises, que sais-je, ont voulu accéder à des données, que cet accès leur a été refusé pour des raisons qui pourraient être considérées comme non légitimes. On en est où dans l'ouverture des données publiques, ce qu'on appelle l'open data? L'obligation faite à l'État est de plus en plus mise en œuvre. On voit que les données, par exemple, de la base adresse nationale ont été ouvertes dans des formats qualifiés, les données du registre des sociétés, le registre du commerce, alors bien sûr les statistiques, les données démographiques. Et pourquoi je vais donner un exemple très très concret. Lorsqu'on veut déployer la fibre optique dans les territoires pour que nos concitoyens aient accès à la fibre, très concret, et si les opérateurs de télécommunications n'ont pas la même base de données des adresses des habitants, c'est impossible de déployer de la manière la plus fiable possible. Un exemple très concret, on a besoin de ces données. Après, pour les collectivités territoriales, c'est un travail de long terme. C'est vraiment un mouvement vers l'ouverture, mais qui va se déployer sur plusieurs années. Est-ce que cette compréhension de l'importance de la donnée pour l'action publique, pour parler clairement, ça permet de savoir que là, je vais devoir construire des logements, parce que en fonction de la démographie de mon territoire, je dois prévoir ça, je dois construire des routes, bâtir une crèche, donc anticiper tout ça. Est-ce que les collectivités, les administrations ont conscience de l'importance de ça et de la façon dont on pourrait améliorer leurs investissements, par exemple? C'est une des vertus de la loi. C'est-à-dire qu'on était au tout début de l'histoire de l'ouverture des données publiques il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, je crois que la prise de conscience est réelle. Ce qui manque sont les moyens et les ressources pour mettre en œuvre une certaine expertise aussi. Petite question quand même. Donc les collectivités locales, les élus vont avoir accès, vont avoir ces bases de données. On ne va pas s'en servir politiquement pour qualifier un certain nombre d'électeurs. Guillaume Doyen, il n'y a aucune chance que ça puisse arriver? C'est une question que Mme Le Maire a abordée quand je lui parlais tout à l'heure. C'est la question de la
de la protection des citoyens. C'est l'anonymisation de la donnée. En fait, la CNIL est saisie pour la mise en accès libre d'un certain nombre de données, parce que si on recoupe tout, on peut finir par savoir qui est l'électeur. On peut finir par tout savoir. Et de fait, on laisse des traces. Tout le temps, on crée des interactions, que ce soit avec nos smartphones, par la géolocalisation, par nos recherches sur Internet, par nos interactions sur les réseaux sociaux. On laisse des traces tout le temps. La loi protège. La loi en Europe protège, pas ailleurs. Et donc, typiquement, on est protégé, on ne peut pas être poursuivi pour ses opinions politiques, par exemple, en France et en Europe. Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que ce qu'on retient, comme vous dites, peut être utilisé par vous, Jean-Bernard de la Chiesa. Vous faites une démarche commerciale, vous travaillez pour une grande société, on va dire française, européenne, et vous mettez, évidemment, cette data, ces données à disposition de clients, et vous vous faites payer pour ça. Oui. Exactement. Mais pourquoi? Pour une raison simple, c'est que la digitalisation elle a déjà un premier impact bien avant la data, c'est que la concurrence a été multipliée au moins par 10. Et aujourd'hui, dans cette concurrence qui est multipliée par 10, ça veut dire que vous devez être beaucoup plus pertinent par rapport aux clients qu'avant. Plus pertinent sur 2 axes. Le premier axe, c'est d'avoir le bon produit à vendre. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas une clientèle captive comme vous pouvez avoir avant avec des points de vente physiques et puis vous avez 3 points de vente, il fallait bien finir par acheter un produit. Là, aujourd'hui, vous avez le choix infini. Donc, il faut trouver le bon produit. Et le deuxième point, c'est que les gens, en fait, avec la digitalisation, sont en train de passer de ce qu'on appelle l'ère de la recherche. Vous aviez un besoin, une basket, vous cherchez une basket, à l'ère de l'assistance. Aujourd'hui, vous avez des assistants pour tout. Des assistants santé, des assistants personnels de vie, les petites boîtes qui parlent. Et donc, ces assistants vont vendre maintenant. C'est bien le problème, Axelle Lemaire? Non, c'est pas forcément le problème. Encore une fois, c'est une question de libre choix et de consentement. Mais si ça améliore les services aux consommateurs, à condition que ce soit régulé, absolument. Alors. Voilà. Mais je vois des cas d'utilisation des données qui sont extraordinaires. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la santé, sans doute, non dans la santé, pour identifier par exemple le cancer du sein. Aujourd'hui, une seule mammographie, ça ne permet pas forcément de voir des pathologies malignes. Quand on croise des données statistiques avec les scanners, avec les radios, avec et les données d'autres patients, anonymisées bien entendu, eh bien, on peut non seulement mieux identifier des pathologies, mais mieux prévenir. Il y a le secteur de la santé, il y a le secteur de l'environnement. Aujourd'hui, alors pour l'agriculture, pour mieux mesurer le niveau des intrants, la quantité d'eau nécessaire pour les terres, etc. Ou alors pour suivre les cargos qui auraient des contenus illicites dans les mers en utilisant les phares des bateaux avec des données publiques des États, ou alors pour lutter contre le braconnage des animaux sauvages dans les réserves africaines. Si on met des capteurs intégrés dans les cornes des rhinocéros, eh bien, on peut savoir s'ils sont chassés. Tout ça, c'est un potentiel absolument formidable et encore assez inexploité. Mais nos données publiques, par exemple, mes données de santé, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui ? Elles sont stockées chez qui? C'est ça la question que les gens peuvent se poser. Alors attention, parce que les données de santé ne sont pas des données publiques. Ce sont des données personnelles, éminemment personnelles. Alors elles sont stockées par le service public. Mais elles sont où alors mes données? À moitié, vous dites. Non, mais je vais prendre un exemple. Vous prenez Google, vous avez un problème de santé, qu'est-ce que vous allez faire? Immédiatement, vous allez vous renseigner sur Google. Oui, vous êtes d'accord là-dessus. Google est la première personne à savoir, après votre médecin, que vous avez un problème de santé. Peut-être même avant votre médecin, parce que quand vous aurez des doutes, vous commencerez à chercher dans Google. Non, mais là, c'est important. Parlons de la sécurité sociale, mais aussi des administrations. Où est-ce stockent mes données, elles? Alors, ça dépend du type de données. Les données qui sont considérées comme sensibles, très sensibles, elles sont stockées a priori dans le cloud qu'on appelle le nuage, l'info nuagique, qui est souverain. Et donc, qui doit être en France, localisé en France. Pourquoi en France? Parce que quand c'est en France, la réglementation qui s'applique, c'est la réglementation française. Pour des données qui seraient de nature commerciale, de nature privée, où il n'y a pas un enjeu particulier de souveraineté nationale, de sécurité, alors ça peut être stocké ailleurs. Mais c'est très important de réussir à faire cette nuance selon la catégorie de données. Mais c'est pas l'administration n'a pas des clouds d'État. Ça peut être chez Microsoft, par exemple. Elle peut contractualiser avec Microsoft, mais en France. Tout à fait. L'administration n'a pas
construit sa propre infrastructure informatique pour héberger des données. Alors, c'est important ce que vous dites. Oui. Alors, enfin, ce qui est important et finalement que l'infrastructure elle-même soit construite par un prestataire privé, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle loi s'applique, quelle forme de régulation. Alors justement, je pose la question à tous les trois, commencer par vous, Axel Lemaire. On est très en retard, la France, ou pas? On dit qu'il faut résoudre le problème au niveau européen, tellement les Chinois et les Américains ont pris de l'avance. Comment cela? Moi, j'entends beaucoup une petite musique en ce moment. Je lis plein de choses sur les réseaux sociaux, comme quoi, en protégeant les données personnelles en Europe, on se tirerait une balle dans le pied. Parce que en Chine, ils n'ont pas cette contrainte, cette régulation. Et donc, c'est un laboratoire expérimental d'utilisation des données personnelles, notamment pour la reconnaissance faciale. Je ne suis pas du tout d'accord, parce que je pense que pour la première fois, dans le numérique et quasiment dans notre histoire, les enjeux éthiques sont au cœur du business. Aujourd'hui, ce que craignent les entreprises, c'est un scandale. C'est une fuite de données personnelles, c'est une cyberattaque qui porterait atteinte non seulement à leur image, mais directement à leurs consommateurs. On a cette chance extraordinaire de dire aux entreprises européennes, vous êtes plus compétitifs parce que vous protégez les données personnelles. Ce que je dis là, c'est pas gagné parce que tout le monde n'est pas d'accord. Vous êtes d'accord tous les deux? Alors, Guillaume Doyen, pour commencer. Alors oui, que les enjeux éthiques soient les principaux aujourd'hui, c'est ça. C'est pas du tout les enjeux techniques qui sont les principaux. C'est la destruction possible d'une entreprise comme Facebook par des fuites de données, par des abus d'utilisation qui est au cœur du système. Et on verra que les précautions qu'on prend, RGPD par exemple, ne sont pas des précautions inutiles. Alors, moi je suis quand même mitigé. Le premier point, c'est déjà le principal capteur de data, c'est votre téléphone. Ouais, c'est ça, c'est tout de suite. Votre téléphone, il n'y en a aucun, enfin, pratiquement, c'est rien au niveau européen. Donc aujourd'hui, quand même, fondamentalement, c'est les Chinois, les Coréens et les Américains qui ont ces capteurs à disposition. Et ça se déploie avec les assistants personnels, avec tout ce qui va être dans votre maison. Le deuxième point de capteur de data, ce sont les logiciels. Google, Instagram, Facebook. Et là encore, peu d'acteurs européens. Donc on a quand même des fantastiques aspirateurs à données, dont pratiquement aucun européen. Le deuxième point, la digitalisation, ça veut dire internationalisation. Et on ne peut pas en fait être juste dans des règles européennes. Nous, on doit vendre aussi à l'international. Attention, il ne faudrait pas qu'on ne sache pas faire ce que le consommateur américain a l'habitude d'avoir. 10 secondes, vous êtes d'accord avec ça? Non, mais vous avez complètement raison. Et l'enjeu, en fait, il est international, il est mondial. C'est là que, dans un monde qui est virtuel par définition, qui n'a pas de frontières, et ben, si tout le monde ne se met pas autour de la table pour se mettre d'accord sur des règles minimum communes, oui, il y a un sujet. Merci beaucoup, Axel Lemaire, d'avoir réservé votre première intervention depuis que vous avez quitté la vie politique. Vous êtes dans un cabinet privé, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir parlé de ce sujet qui nous passionne. On y reviendra. Guillaume Doyen, très intéressant les études que vous avez faites dans la Gazette. On les retrouve d'ailleurs sur les sites numériques de vos journaux, la Gazette des communes, des départements et des régions. Vous êtes un des rares à avoir abordé ces problèmes-là. Et merci Jean-Bernard Della Chiesa, continuez de nous faire peur. Merci à vous. On va regarder ensemble la météo des territoires dans un instant. On se retrouve après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, le nouveau, qui est notre invité politique. Il est là, il arrive sur ce plateau. En attendant, on va regarder quand même ce qui se passe du côté du monde. Ça compte, on vient de le dire. Axel Lemaire, on part avec TV5 Monde, regarder ce qui se passe du côté de la Belgique, pour commencer, où le Premier ministre, vous le savez, Charles Michel, annonce sa démission, mais le roi veut le retenir. On regarde ça, on se retrouve après.
Un peu plus tôt, il avait appelé l'opposition à soutenir sa politique pour permettre, disait-il, au gouvernement belge de continuer à travailler. Mais ce mardi soir, devant le Parlement, Charles Michel a fait le constat de ne pas avoir convaincu. Cet appel n'a pas été entendu, à ce stade en tout cas. Je dois donc respecter et prendre note de cette situation. Je prends donc la décision de présenter ma démission et mon intention est de me rendre chez le roi immédiatement. Merci, Monsieur le Premier ministre. À 19 ans, Jenny n'a connu que le président sortant, Joseph Kabila. L'étudiante en journalisme est en stage dans une télévision privée à Kinshasa. La jeune citoyenne attend beaucoup du scrutin. La première fois d'avoir une carte d'électeur. Alors, j'aimerais voir ce que ça fait de voter d'abord. J'aimerais voir ce que ça fait de changer de président, changer de régime. 2000 km à l'est de Kinshasa, Goma, la capitale du Nord Kivu, vit encore avec la violence de groupes armés. Jackson est livreur. Ce travail lui permet de faire vivre sa femme et ses 3 enfants. Le jeune père rêve de paix dans sa région. Il faut que les rebelles quittent la forêt et arrêtent les tueries. C'est ce que nous attendons de la gouvernance d'un nouveau président. Ce mercredi, Madagascar doit élire son nouveau président. À Antananarive, les supporters des 2 candidats affûtent leurs armes, mais loin de là, à 950 km au sud, autre préoccupation, autres espoirs pour ces familles. L'heure est à la distribution de rations alimentaires et pour rien au monde, ces femmes ne la rateraient. Les grands décideurs, internationaux que nationaux, le président avec toutes ses relations, tous les bailleurs avec leur réseau, peuvent vraiment donner une solution. À l'extérieur du tribunal, elles sont nombreuses à célébrer l'acquittement d'Imelda Cortés. La jeune salvadorienne de 20 ans est sortie libre lundi, après avoir passé presque 2 ans en détention préventive pour des accusations de tentative d'avortement illégal. Un grand soulagement pour celles qui l'ont soutenue. Le juge a pris en compte le fait qu'Imelda a été victime de violences sexuelles répétées. La justice commence à analyser les cas à partir de perspectives qui prennent en compte le droit des femmes.